Je vois les projets un peu comme des enfants, tu les crées, tu les fais grandir, après ils ne t'appartiennent plus du tout. Et ça, c'est un peu dur. Espèce d'espace, un podcast présenté par Max Flageolet pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces. Ce mois-ci, on part dans le décor avec Jean-Philippe Nuel. Avec l'apparition des premiers boutiques-hôtels il y a une quarantaine d'années, les architectes d'intérieur ont pris la lumière, au point de devenir pour certains des marques qui priment sur les enseignes hôtelières. Mais alors que le temps urge pour la planète, cette course effrénée à la surenchère a-t-elle encore un sens ? Le coup de foudre et la passion entre l'hôtel et l'archi d'intérieur peuvent-ils évoluer vers une relation apaisée et responsable ? Jean-Philippe Nuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes né le 14 août 1961 à Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, dans une famille d'architectes. Vous avez fondé votre agence il y a 30 ans. Votre studio est une signature internationale de l'architecture hôtelière de luxe. Et vous êtes spécialiste de la transformation de bâtiments historiques en hôtels, comme par exemple le Grand Hôtel-Dieu à Lyon. Jean-Philippe, on se connaît et je sais que vous êtes un homme discret. Est-ce que vous préférez qu'on se vouvoie ou que l'on se tutoie ? Je crois qu'on ne va pas changer les habitudes, on va se tutoyer. C'est une bonne idée. Tu as un diplôme d'architecte DPLG, je crois, mais tu te définis comme architecte d'intérieur, designer, décorateur ou les trois ? Un peu comme les trois, l'avantage d'être architecte finalement, c'est qu'on n'a pas de restriction de son champ d'activité. Je dirais qu'on peut un peu tout faire, même si aujourd'hui dans l'agence, j'ai pas d'architecte parce que finalement, pour ce qu'on fait, c'est-à-dire plus de l'architecture d'intérieur, du design, de temps en temps encore de l'archi, mais j'ai plus d'architecte au sein de l'agence. Mais me concernant, voilà, j'aime bien me déplacer sur les trois grands domaines. On pourrait dire design, architecture intérieure et architecture. Ça donne une vision de toutes les échelles du projet et ça, j'aime ça. Et tu te rappelles de ton premier choc esthétique ? C'était justement plutôt un choc vu de l'œil d'un architecte ou d'un designer ? Ou c'était lié à un bâtiment ou à un mobilier ? Alors, c'est peut-être plus un choc de designer. C'est vrai, comme tu l'as dit, j'étais dans une famille où il y avait beaucoup d'architectes. Ma mère était vraiment passionnée par la décoration, par le design. Et c'est vrai qu'on a eu la fameuse table Knoll, chaise Saarinen. Et malgré tout, c'était un peu des ovnis quand ça arrivait dans une maison dans les années 60. Même si moi, j'ai vécu naturellement avec ce type de mobilier, on sentait qu'il y avait une force dans ce produit. Et de façon rétrospective, parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question, je me dis que finalement, ça m'a sans doute marqué. Et quand tu es sorti de l'école d'archi, tu voulais faire de l'archi ou déjà de l'archi d'intérieur ? Ça s'est passé comment, en fait, ce passage de l'un à l'autre ? Alors, non, en sortant d'archi, je voulais faire de l'archi. J'ai fait beaucoup de concours d'étudiants, des grands concours même, y compris internationaux, parce qu'on ne donnait pas notre chiffre d'affaires à l'époque. Donc, on pouvait rentrer sur des gros projets. On a été souvent primés. J'ai même été retenu à la Jeune Architecture de la Ville de Paris, exposé à différents endroits. J'ai eu quelques beaux succès, on va dire, mais qui étaient plutôt des succès d'étudiants. Donc d'abord, je me destinais à ça. Après, dans le parcours, il s'est trouvé que j'ai pu faire un projet hôtelier. Et là, par contre, naturellement, j'avais une frustration à pas aller au bout de l'histoire. Et donc, j'ai dit à mon client, non, mais je veux vraiment tout faire. Et donc, c'est comme ça que finalement, je suis devenu architecte d'intérieur. Et là, t'es passé totalement à l'archi d'intérieur. C'est-à-dire que tu t'es dit, je ferai plus d'archi ou... Non, pas du tout. C'était un peu contraint forcé à cause de nos amis anglo-saxons, parce que les chaînes hôtelières anglo-saxonnes, pour eux, tu peux pas être architecte et architecte d'intérieur. C'est deux choses complètement séparées. C'est différent en Europe. Notre façon de voir les choses est complètement différente. Mais aux États-Unis, par exemple, vraiment, l'architecte d'intérieur, il intervient. Il a tendance d'ailleurs un peu à plugger un décor, quelle que soit l'architecture, alors que nous, on a une vision qui est plus dans la continuité, dans la symbiose entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, du coup, ce projet, ça a été le détonateur de ce changement. Et après, donc, faisant des hôtels, donc poussé par cette tradition un peu anglo-saxonne, je me suis retrouvé naturellement architecte d'intérieur. On en reparlera tout à l'heure, mais tu fais pas mal de rénovations de bâtiments qui sont pas des hôtels, de transformation. Où tu es face à des archis, ça se passe comment la relation avec eux justement ? Toi qui es archi, qui fais de l'archi d'intérieur, vous marchez pas trop sur les pieds, ça crée pas de difficultés parfois ? Alors, bien sûr, il y a quelques contre-exemples, mais d'une façon générale, ça se passe bien parce que justement, étant architecte, je pense que ça facilite au contraire la communication.
Après, ce qui est amusant, surtout en réhabilitation, c'est qu'au bout de quelques mois de travail, d'un seul coup, j'ai mon confrère architecte qui me dit « Mais toi, mon salaud, c'est toi qui as vraiment le bon rôle parce que toute la partie de conception, surtout si on est en réhabilitation, si on est en construction neuve, c'est complètement différent. Tout d'un coup, il prend conscience que lui, il a tous les problèmes administratifs et techniques à gérer et que finalement, le gros de la conception revient à l'architecte d'intérieur. Donc voilà, une prise de conscience malheureusement un peu tardive souvent. Si on revient sur tes premiers hôtels, je voudrais te faire écouter l'extrait d'un livre qui fait partie de notre histoire commune. La porte d'entrée... Non, n'espérez pas que je me coupe. Je vous ai dit que je ne me souvenais plus de rien. Il y avait une boîte de macarons des sœurs Macaron sur le bureau et un porte-valise pliable. C'est tout. Extrait de Suite à l'hôtel Cristal d'Olivier Rollin. On est dans la chambre 211 de l'hôtel Cristal à Nancy. Moi, c'est là-bas que j'ai entendu le nom de Jean-Philippe Nuel pour la première fois. Tu t'en souviens de cette période-là, de cet hôtel-là ? L'agence n'était pas très grande, je crois, à ce moment-là. Non. J'ai démarré avec un projet et je dirais qu'après, ça a été du step by step. Ce qui n'est pas toujours facile parce que c'est plus facile et je le conseille aux jeunes qui viennent me voir. Je dis c'est bien de faire ses armes, de sortir avec déjà une collaboration avec une signature et un grand nom et puis aussi d'apprendre son métier. Mais moi, je n'ai pas procédé comme ça. J'ai fait étape par étape et donc l'hôtel Cristal a été une de ces étapes pour arriver à faire des projets toujours plus importants et un peu dans le monde entier. Et est-ce que le livre a participé quand même un peu à ta notoriété à ce moment-là ou pas du tout ? Je me souviens pas du tout. Par contre, récemment, je suis retombé sur un bouquin qui s'appelle L'histoire d'architecture, je crois, où en fait, on demande à des écrivains de parler par rapport à un bâtiment, par rapport à leur expérience. Et moi, j'aime bien cette espèce de rapport entre architecture et littérature. D'ailleurs, je dis souvent que je suis inspiré par la littérature pour faire des projets. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, ça m'inspire aussi. Je sais pas si tu te souviens, on était à Sintra, à côté de Lisbonne, il y a 2 ans pour Hostis. Et je t'avais dit justement, on devait parler de littérature, que j'avais une tendresse particulière pour le « Je me souviens » de Georges Perec. Et à propos de Georges Perec, je voudrais citer un extrait d'un de ses ouvrages qui a donné son titre à notre podcast. C'est tiré d'Espèce d'espace. Donc il écrit « Je garde une mémoire exceptionnelle, je la crois même assez prodigieuse, de tous les lieux où j'ai dormi. » Est-ce que tu te souviens comme Perec des lieux où tu as dormi ou plus généralement des hôtels où tu as dormi ? Alors là encore, j'ai pas fait l'exercice, mais oui, je suis pratiquement sûr de me souvenir de tout. Oui, bien sûr. Et tu dors dans les hôtels, tu retournes dans les hôtels que tu as décorés ? Tu vas par obligation ou par plaisir ? Alors en général, j'y vais par obligation, une obligation très sympa, puisqu'en général, c'est pour les inaugurations, par exemple. Par contre, on me pose souvent la question et je dis que j'aime pas trop. Je suis pas du tout décontracté, je suis très critique. Je me dis, ah, tiens, ce truc-là, on aurait pu le faire autrement. Ce truc-là va pas. Systématiquement, tu te dis ça ? Oui. Il faudrait que j'y passe beaucoup de temps pour oublier ça et redevenir un client lambda. Donc, c'est assez difficile. Et je me souviens que tu m'avais dit un jour, en plus, j'ai l'impression d'être dépossédé. C'est toujours le cas, c'est-à-dire que le projet, c'est comme un livre, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'as livré, tu as l'impression que le client en prend possession et que d'une certaine façon, il respecte pas tout ce que tu avais fait. C'est pas tout à fait qu'ils respectent pas. Bien sûr, des fois, on va dans des lieux, on s'aperçoit qu'ils l'ont pas compris. Moi, j'accepte qu'un lieu continue sa vie. Mais on arrive des fois à des contresens. Un exemple très simple où on va mixer des mobiliers. Je reviens 2 ans après, c'était toutes les mêmes chaises ensemble, toutes les mêmes tables ensemble. Enfin, il n'y avait pas du tout ce mix qui était volontaire au début. Donc là, on se dit, mince, ils n'ont pas compris. Mais tu l'acceptes ? Ça, je l'accepte très bien. Par contre, je pense que c'est encore plus dur pour moi que pour un écrivain. Un écrivain, il est toujours nommé et nous, on est rarement nommés. Il y a plein de gens qui vont dans un hôtel qui ne savent absolument pas qui l'a créé. C'est la presse qui les nomme plutôt de votre nom. C'est-à-dire, on dit quand même c'est l'hôtel de Jean-Philippe Nuel ou... Oui, la presse spécialisée. Donc ça, c'est une petite frustration. Mais au-delà de ça, peut-être ce que je ressens le plus, c'est que je vois les projets un peu comme des enfants. Tu les crées, tu les fais grandir. Après, ils t'appartiennent plus du tout. Pour un enfant, c'est sûrement bien, mais revenir dans un lieu où on a mis beaucoup de soi-même et finalement d'être complètement anonyme, ça c'est un peu dur. Et en plus, si on voit que finalement le résultat est un peu travesti et qu'il a oublié son essence première, c'est pas pour figer le lieu, mais c'est d'être sûr qu'il a été compris et qu'il évolue dans ce sens-là. À propos de chambre d'hôtel, tu es plutôt carte ou clé ?
Moi, j'aime un peu le côté clé, un petit peu has-been, mais qui a plus de charme. Néanmoins, en termes de praticité, je trouve que finalement, c'est assez pratique d'avoir une carte. Et même ce qui n'est pas une signature du haut de gamme, mais avoir l'interrupteur à carte, parce qu'au moins, tu la perds pas. Donc, tu rentres, tu mets ta carte. Et voilà. Et donc, il y a un côté praticité, même si c'est pas le plus charmant de la chambre d'hôtel. Bon, on va te donner une carte pour le questionnaire check-in, qui est la rubrique récurrente de l'émission. Tu me dis la réponse qui te vient spontanément à l'esprit. Airbnb, hôtel ou yourte? Yourte, parce que je connais pas bien. Room service ou restaurant? Les deux. Garish ou Paulin? Les deux. Kitsch ou minimaliste? Plutôt minimaliste. Hearst ou Hopper? Hopper. Crayon ou ordinateur? Crayon. Togo ou Plume? Et là, tu n'as pas le droit de me répondre les deux. Togo. Pourquoi? Là, tu peux me préciser un peu? Peut-être que je suis victime de l'archétype de base. Il me semble encore plus archétypal, le Togo. Pour un hôtel, tu mettrais plutôt Togo ou Plume, justement? Alors, j'ai jamais mis un Togo dans un hôtel. J'ai essayé de mettre un Plume une fois. Je me souviens. Crois que ça n'a pas été jusqu'au bout. Je pense que c'est plus facile à mettre Plume parce que, malgré tout, un petit peu plus formel. Et il y a un formalisme qui reste, surtout quand on est haut de gamme dans un hôtel. Mais j'aimerais bien mettre un Togo parce que je pense même s'il est hyper connu, je pense que justement, il casse plus le code hôtelier que le Plume, par exemple. Molitor ou Hôtel Dieu? Choix difficile. Oui, parce que c'est un peu mes deux projets qui auront marqué ma carrière en attendant le prochain. Je vais dire quand même Molitor parce que ça a cassé le code hôtelier. Ça a été une petite révolution, pas seulement sur le plan esthétique. C'est le fait d'induire une autre activité, de créer un tiers-lieu, quoi. Et c'est en ça que cet hôtel, il est intéressant. La Marne ou la Seine? La Marne forcément, puisque l'agence est dans une ancienne guinguette sur le bord de la Marne. Il y a un côté un peu flemmard et doux sur le bord de Marne. Bon, on va rester sur la Marne. On a envoyé notre jeune reporter Zoé dans ton agence pour interroger tes collaboratrices sur un sujet important qui est le rapport de genre dans le design des espaces. On écoute. C'est vrai qu'en hôtellerie, la notion de la place de la femme, c'est vrai qu'on n'y est pas, on n'est pas amené à y réfléchir. On parle plutôt dans son ensemble d'un usager. C'est vrai qu'on ne fait pas d'individualité. Effectivement, il serait important qu'on ait ce genre de réflexion. Est-ce que dans les fonctionnalités des lieux qu'on conçoit, est-ce qu'il y a des fonctionnalités, des usages qui pourraient améliorer le quotidien aussi des femmes? C'est nouveau, mais on commence timidement, par exemple, à prévoir une salle pour l'allaitement dans certains bureaux. Mais ça, c'est dans des grands bâtiments, quand il y a des grandes équipes, etc. C'est vrai que quand tu veux allaiter, c'est compliqué en fait. Tu fais comment? Il y a pas d'espace. Effectivement, on devrait y penser. On devrait réfléchir à tout ça, à l'intimité, dans un lobby d'hôtel, ce genre de choses. C'est intéressant ce qu'elles nous disent, et notamment la dernière phrase, on devrait y réfléchir. Toi-même, tu y réfléchis? C'est quelque chose que tu prends en compte ou pas? Alors, il y a le côté de la fonctionnalité, et je reconnais une jeune mère qui parle aussi les difficultés d'avoir un lieu, ne serait-ce que pour allaiter. Donc, la fonctionnalité, ça irait dans le bon sens, et ça me semble plutôt indispensable. Après, justement, si on dit qu'on est non-genré, pourquoi s'amuser à vouloir refaire du genre? Non, je pense que c'est pour les hommes et les femmes de façon non distincte. Et il faut faire attention que justement, on soit ni d'un côté ni de l'autre. Moi, j'aime bien parler de lieu de vie et jusqu'à présent, en tout cas dans nos pays, un lieu de vie, ça concerne autant les hommes que les femmes. On va s'intéresser maintenant à un autre de tes projets emblématiques sur lequel on a eu le plaisir de travailler ensemble. En 2020, tu as signé la transformation de l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Lyon en hôtel 5 étoiles. Et je crois que tu as obtenu de nombreux prix pour cette réalisation. Est-ce que c'est le projet dont tu es le plus fier? Tu nous as dit que non. De façon générale, est-ce qu'il y a un projet dont tu es le plus fier? Tu m'as demandé de choisir entre deux projets importants et c'était pas une question de fierté. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Molitor, il est intéressant. Parce que c'est une question que je te pose souvent. On peut le dire, c'est quel est ton plus beau projet? À chaque fois que tu en fais un nouveau, c'est la question que je te pose. Alors, tout à l'heure, je comparais les projets aux enfants et c'est vrai qu'on a du mal à les classifier. Heureusement, d'ailleurs, si on a plusieurs enfants. Et le dernier est toujours un peu le petit chouchou, le petit dernier. C'est vrai.
Et d'ailleurs, un gros projet, un petit projet, moi, j'y apporte la même importance. Et souvent, la renommée ou l'importance d'un projet, on s'en aperçoit après coup. Ça a été le cas pour Molitor ou pour l'Hôtel-Dieu de Lyon. Donc, non, il n'y a pas de projet préféré. Molitor, il est intéressant, je dirais, surtout conceptuellement, dans la façon d'aborder les hôtels. Après, l'Hôtel-Dieu de Lyon, il est complètement extraordinaire parce que c'est un lieu unique au monde et un lieu encore plus unique au monde pour y faire un hôtel. Quand on veut résumer ce projet, on dit que voilà, le bar est sous un dôme de soufflot qui fait 32 mètres de haut, avec un mobilier incroyable mis au point avec, bien sûr, Lynn Roset. Contract. Dessiné par toi. C'est comme, voilà, encore une fois, c'est comme un enfant, ils ont chacun leur trait de caractère. C'est cette différence, finalement, qui crée l'attachement aussi. Et est-ce qu'il y avait une pression particulière liée à cet hôtel, justement, parce que c'était un lieu emblématique de Lyon? Parce que je crois que tu connaissais pas très bien Lyon. Est-ce que tu as été obligé un peu de t'imprégner du sujet? Alors, j'avais la chance déjà, y compris d'ailleurs à Marseille, aussi pour l'Hôtel-Dieu, d'intervenir sur du patrimoine. Alors déjà, la démarche, je la trouve extraordinaire parce que finalement, on intervient sur un bâtiment qui a un lien déjà très fort avec la ville et ses habitants. C'est la première prise de conscience qui est importante. Il faut connaître ce rapport très affectif entre un bâtiment ancien et finalement la ville et les habitants qui sont nés avec ce bâtiment. Et moi, une fois, je faisais un autre hôtel historique à Nantes. Il y avait une dame qui était un petit peu âgée qui me dit « Ah, mais moi, je jouais quand j'étais petite au château de sable dans le bac, là, et dans le jardin public. » C'était la transformation du palais de justice, hein, oui, c'est ça. Et donc, tout d'un coup, tu prends conscience des gens qui se sont inscrits, qui ont inscrit leur vie avec cet environnement. Et toi, tu interviens sur cet environnement. Et là, tu as réussi à faire que les Lyonnais s'approprient finalement le lieu, même si c'est un hôtel de luxe, quoi. Exactement, mais d'abord c'est cette prise de conscience. Deuxièmement, une fois qu'on est conscient de cet enjeu, en fait, effectivement, on va changer la conception peut-être du bâtiment. On va faire qu'il reste accessible. Là, à Lyon, il y a toutes les cours de l'hôtel qui restent accessibles. Ça crée d'ailleurs, c'est assez complexe parce que, par exemple, la réception est coupée en deux parce que c'est un accès public au centre. Mais moi, je trouve que c'est une vraie richesse. Et en plus, ça va dans l'évolution de ce que doit être un hôtel dans le futur. Parce qu'un hôtel, pour beaucoup de gens, c'est un lieu pour dormir. Mais un hôtel, aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, mais c'est beaucoup plus que ça. Et finalement, dans un bâtiment ancien, on s'aperçoit que l'approche est au contraire tout à fait actuelle. Et au contraire, c'est même une prospection sur les hôtels de demain. Alors justement, je disais en intro que tu t'es fait un peu une spécialité de la transformation de bâtiments comme ça en hôtel. C'est un hasard, c'est une volonté de ta part, il y a une vraie démarche? Non, je dirais même que c'est un paradoxe. Un paradoxe parce que tout à l'heure, tu me demandais si c'était kitsch ou minimaliste. Ma façon de voir les choses, je serais plutôt minimaliste. Ta réponse m'a pas trop surprise. Mais sans être dans l'excès, parce qu'il faut que ce soit des lieux d'émotion. Alors, est-ce que le minimalisme apporte plus d'émotion que le kitsch? Ça revient à une analyse qui est extrêmement personnelle. Ce qui t'empêche pas de dessiner des canapés à franges maintenant. Hein. C'est pour me moquer de moi-même, je crois. Je dis c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que j'ai jamais pris un travail dans un lieu historique comme un travail d'historien et un travail de reconstitution. Mon approche, c'est de dire, au contraire, c'est un lieu qui exprime nos racines, mais par contre, ça n'enlève en rien qu'on vit dans notre époque. Et en fait, c'est cette tension entre notre histoire, nos racines et le fait d'être malgré tout dans notre époque que je trouve particulièrement intéressant. Et un paradoxe parce que c'est vrai, et j'ai eu des clients comme ça qui, sous prétexte qu'on était dans un bâtiment 18e ou 19e, s'attendaient à avoir une déco 19e ou 18e. Et c'est là que je trouvais que moi, ça n'a pas de sens et que j'avais pas envie d'aborder le projet comme ça. Et tu trouves ton inspiration comment quand tu commences à travailler sur un hôtel? Tu parlais de la littérature, le cinéma aussi peut t'influencer là-dessus? Alors d'abord, on fait des recherches parce que moi, je conçois pas la déco comme une fin en soi. Bien sûr, on a envie de faire des lieux qui soient agréables et beaux, mais pour moi, c'est des lieux qui doivent avoir du sens. C'est-à-dire qui communiquent aux gens, qui créent une émotion, mais une émotion qui est plus profonde parce qu'elle a du sens. Et donc, on commence par faire des recherches historiques qui peuvent être aussi, pourquoi pas dans le cinéma s'ils traitent de cet endroit-là. Enfin, on va chercher tout support d'inspiration pour tout d'un coup, pour justement la trouver et encore une fois, donner de la profondeur à notre projet.
Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le cinéma, j'aime beaucoup parce que je trouve que rentrer dans un hôtel, c'est un peu comme les premiers plans d'un film. On est un peu saisi ou pas par le lieu. Moi, j'adore les films qui vous accrochent dès les premiers plans. C'est-à-dire que vous êtes au cinéma et vous vous enfoncez encore plus profondément dans votre siège. Alors, j'aimerais bien que ça arrive quand on rentre dans un hôtel. Tu as une idée de scène de film qui montre un hôtel ou une chambre d'hôtel qui te viendrait comme ça en mémoire ou que tu préférerais ? Par exemple, entre Shining et Lost in Translation, tu aurais une préférence ? Oui, alors je vais dire Lost in Translation parce que j'ai un petit faible pour le Japon que j'adore et où j'ai beaucoup travaillé en plus. J'aime beaucoup la subtilité aussi de ce film. Je trouve que les acteurs sont très justes. En plus, ça se passe au Japon, dans des hôtels, bien sûr. Ben justement, oui, au Parc Hyatt, oui. Exactement. En plus, quand on a voyagé, on ressent exactement ce qu'ils ressentent dans le décalage, dans le fait de subir le décalage horaire, dans le décalage de culture. Et tout d'un coup, d'être dans ta chambre, moitié assommé entre 2 heures, comme ça, pu savoir exactement. Donc, un vrai petit faible pour ce film. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un projet complètement différent qui est le Commandant Charcot. Voilà ce que tu écris, c'est un navire de haute exploration polaire de la Compagnie du Ponant réalisé en partenariat avec Jean-Michel Villemotte. Ses lignes pures et ses intérieurs luxueux en font un navire exceptionnel en harmonie avec les territoires qu'il explore. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement en harmonie avec les territoires qu'il explore ? C'est un peu dans le prolongement de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que quand j'aborde le projet, j'ai dit comment je vais trouver son identité spécifique. Alors, Ponant, je connais bien parce que j'ai fait, celui-là c'était avec Jean-Michel, mais j'ai fait les 13 autres navires et donc je connais bien cette problématique et déjà quand il y a plusieurs navires, c'est comment on se réinvente et en plus avec une difficulté pour les bateaux, c'est qu'ils sont pas ancrés dans un territoire. Par définition, ils naviguent. Ils sont juste ancrés dans la mer. Et concernant le commandant Charcot, ce qui était intéressant, c'est que justement, il était ancré dans une zone géographique qui était les pôles. Donc, à partir de ça, j'ai voulu que ce soit pour moi, en tout cas, une espèce de chalet contemporain et flottant, s'il faut mieux. Donc, en fait, ça a été la base de la réflexion sur les matières, sur les atmosphères, et après, savoir les transcrire sans perdre le code naval. Quand je vois ces énormes bateaux qui n'ont rien à voir avec un bateau, c'est parce que j'ai envie. Si je suis sur la mer, j'ai envie de sentir la mer. Et donc, le code maritime, j'ai envie de le garder. Et là, il était nourri d'un autre aspect qui était cet environnement qui est extrêmement pur, extrêmement blanc, extrêmement froid. C'est comment on allait se situer et quelle sensation on allait vouloir donner aux clients dans cet environnement-là. Alors à propos de froid et de mer, on va ouvrir un sujet peut-être qui va gratter un peu. J'ai lu récemment Sentinelle du climat d'Heidi Sevestre, la glaciologue, et je suis tombé sur un extrait qui m'a fait regarder le projet différemment. On l'écoute. Alors que je suis à bord d'un navire de la Compagnie du Ponant, l'achèvement de leur prochain paquebot, le Commandant Charcot, destiné à la haute exploration polaire, premier et unique brise-glace de tourisme, fait le sujet des conversations. Ce monstre de puissance arbore tous les labels possibles en matière de protection de l'environnement, mais fonctionnera bien en grande partie aux énergies fossiles. Tu comprends ce mais ? Est-ce que tu comprends qu'une scientifique comme elle puisse être sceptique ? Tout à fait. Après, ils ont fait le maximum pour être à la pointe de la technologie, par exemple avec du gaz liquide, pour que ça émette le moins de particules, avec aussi des moteurs électriques et du fuel léger. Donc, ils ont 3 modes de propulsion et ils essayent d'être le plus vertueux par rapport à ce qu'on peut faire en matière de technologie. Après, est-ce que justement il faut faire un navire qui aille dans les pôles ? C'est peut-être finalement la question. C'est la question, oui, c'est sa question. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent aussi que ça participe aussi à la sensibilisation du grand public, de voir, de constater par eux-mêmes. Mais voilà, le débat, je pense qu'il est au-delà, c'est est-ce qu'on doit aller dans ces environnements-là ? Et en tout cas, si on y va, il faut le faire bien, et je pense que Ponant le fait bien. Les enjeux RSE sont au cœur maintenant des préoccupations dans l'hôtellerie. Toi, c'est un sujet que tu abordes comment ? Et dans l'architecture d'intérieur et dans le mobilier.
Est-ce que tu en tiens compte? Est-ce que tu sens les choses évoluer? J'en tiens compte et c'est là qu'on revient entre architecte et architecte d'intérieur. Des fois, je suis un peu frustré parce que je trouve qu'en tant qu'architecte d'intérieur, on est moins proactif. Un architecte, et on peut concevoir le bâtiment dès le départ avec un toit qui intègre les panneaux voltaïques, avec des façades spécifiques, traitées en fonction de l'orientation et tout. Et nous, je trouve qu'on est un peu, on est obligé de collecter finalement des labels donnés par tous nos partenaires pour être sûr qu'eux-mêmes soient RSE et sustainable. Et finalement, dans l'assemblage qu'on fait, on doit être vigilant à ça. Est-ce que le minimalisme, c'est pas une bonne réponse quand même? C'est de faire moins mais mieux, peut-être sur le mobilier des hôtels, par exemple? Alors, d'un point de vue philosophique, et ça je préfère parce que les labels, c'est vrai que ça finira par nous tuer d'une autre façon, parce que en fait, on doit répondre à tellement de labels qu'au bout d'un moment, on ne sait plus comment se situer. D'un point de vue philosophique, moi je défends par exemple un luxe humble. C'est un mot que j'ai déjà employé, y compris d'ailleurs sur un hôtel luxueux comme à Lyon. J'aime pas le luxe bling-bling, j'aime justement une espèce de retenue, de sincérité des matériaux, si possible issus de la région. Parce que ça a du sens, quand tu manges du fromage, souvent tu le manges avec du vin de la même région. Ça a du sens de procéder comme ça. À Lyon, il y a eu des carrières anciennes qui ont été réouvertes parce que c'était les pierres originelles. Oui, elles sont à côté de l'usine de Roselle. Voilà, donc ce côté luxe humble, d'un point de vue philosophique, si on doit parler de luxe dans l'hôtellerie et par rapport à du RSE, je pense que c'est intéressant. Donc ça serait ça la tendance jusqu'à 2050 l'humilité s'imposerait finalement peut-être? J'aime cette approche. Aux États-Unis, on parle de quiet luxury. J'aime cette espèce de beaux matériaux, mais moins d'authenticité, une espèce de rusticité contemporaine. J'avoue que j'aime bien ça. Et il faut savoir qu'à titre personnel, et peu d'agences, je sais, l'ont fait, on s'est fait certifier nous-mêmes par EcoVadis, qui donne des certificats RSE. Ça a été une démarche intéressante, exigeante, Et bien sûr, ce qui est intéressant dans le RSE, c'est qu'effectivement, il y a le développement durable, mais aussi la qualité de l'environnement pour les salariés. Je trouve que c'est important pour toutes les entreprises d'avoir ce type de démarche. Je ne doute pas que tu l'aies fait par conviction. Est-ce que c'est aussi un argument commercial vis-à-vis des hôteliers que tu aies fait cette démarche avec EcoVadis? Ou est-ce qu'ils s'en sont encore un peu loin? Alors, je n'hésite pas à le dire. Ça n'a pas été l'ambition première. La réflexion, ça a été de dire, pour beaucoup de gens, nos clients exigent et demandent des classements RSE pour des entreprises comme la tienne, mais nous, on nous demande rien, ou plus rarement. Ça commence à venir. Et du coup, on s'est confronté à cette demande et je l'ai trouvé intéressante. Pourquoi? Parce que aussi, là, en venant ici, il y avait un débat économique. On disait les nouvelles générations sont moins impliquées dans leur travail et ainsi de suite. Puis on disait aussi les Français ont moins envie de travailler. Mais si on veut donner envie de travailler, la qualité au travail et la qualité du travail est extrêmement importante. Et je trouve que ce qui est initié à travers le RSE va dans ce sens et donc particulièrement pertinent. Alors, quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune archi d'intérieur? Je pense que dans ce métier, c'est pas un métier facile, et de moins en moins, je trouve. Et finalement, au bout du compte, je pense qu'il faut savoir se recentrer sur l'essence même de notre métier, c'est-à-dire finalement la créativité. Qu'est-ce qui va faire la différence? L'autre jour, je faisais une conférence à Equipotel, on parlait de la convergence de tous les programmes, c'est-à-dire les bureaux qui ressemblent à des hôtels, qui ressemblent à des appartements. J'avais une conclusion en disant ça sera peut-être ennuyant, puisque finalement, d'un point de vue fonctionnel, tout va se ressembler. D'ailleurs, c'est important pour vous aussi, fabricants de mobilier. Mais finalement, ma réponse par rapport à ça, soyons inventifs. Parce que même si tu fais 2 appartements, t'es pas obligé de les faire de la même façon. Si tu fais 2 hôtels aussi. Donc, peut-être que tout va se ressembler, mais si on a des créatifs qui savent amener chaque fois quelque chose de nouveau, finalement, on créera un environnement qui sera toujours intéressant, riche. Donc c'était le mot d'ordre d'Equipotel, c'était osons en fait. C'est pas seulement pour Equipotel, je le dis pour justement tous les jeunes. Oser, oser avec pertinence, en vous intéressant au maximum de choses. Tout à l'heure, on parlait de sciences humaines, on pourrait parler de culture, de littérature, de cinéma, de sciences humaines. Voilà, c'est un métier où on peut y mettre beaucoup de choses, donc osez, soyez curieux et réfléchissez aussi un peu. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Jean-Philippe, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci à toi.
Chaque mois, dans Espèce d'Espace, pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces, je reçois une personnalité de l'architecture d'intérieur, du design ou de la décoration. Mais pas seulement. Je suis Max Flageolet, directeur de l'Inrosay Contract. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la description du podcast. Ne manquez pas les prochains épisodes. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Allez, salut. Salut.